Et puis, Et- donc mais- cette heure sur la réconciliation pour nous rendre, et je ne suis pas sûr si le verbe est si adapté que ça à notre future conversation, le mot performer. Euh, et je suis très heureux de pouvoir dialoguer dans cette heure, pour nous matinale, je crois pour vous relativement tardive, en Polynésie. Yarana, mais bonjour. Bonjour. Oui, c'est 17 heures ici en Polynésie française. Voilà. Nous, il est 5 heures du matin. Euh, et j'aurais tendance à vouloir commencer peut-être avec Jacques Vernaudon, qui est linguiste, enseignant, chercheur à l'Université de la Polynésie française. Et ce qui me paraît intéressant dans votre recherche, qui est très, très large, par rapport au discours, aux discussions que nous avons eues jusqu'à présent, c'est la question du geste, peut-être, la question de ce qui accompagne cette expression orale. Et Olivier saura, Olivier Bad, linguiste aussi, il saura peut-être se mettre en dialogue avec vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était d'abord l'intitulé était non défini, puis ça a été performé. Moi, je n'ai pas du tout de compétences particulières sur cet acte de performer, et vous me conduisez désormais vers le geste. Je n'ai pas non plus de compétences particulières sur le geste. Je travaille sur des formes linguistiques qui sont d'abord des formes de l'oralité et d'écriture. Euh, j'ai- mais j'ai pas de travaux consacrés à la dimension gestuelle. Donc, Mais vous êtes un spécialiste de l'enseignement des langues kanak, hein, notamment, sauf erreur de ma part. Et est-ce que dans le cadre de l'enseignement, justement, vous avez une relation particulière avec des langues qui ont besoin d'être qui sont, pour des locuteurs qui sont dans l'action aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien entre enseigner une langue et enseigner la possibilité d'agir avec une langue? alors d'abord, moi, je suis donc linguiste, hein, spécialiste des langues océaniennes. Je travaille à la description de langues, certes kanak et de langues polynésiennes. Et ce sont des langues qui sont elles-mêmes cousines les unes des autres, hein, toutes les langues de Nouvelle-Calédonie et les langues de Polynésie française, ainsi que le wallisien et le foutounien qui parlaient dans la collectivité de Wallis et Futuna, sont des langues rattachées à un ancêtre linguistique commun, qu'on appelle le proto-océanien. Ce sont des langues qui sont elles-mêmes inscrites dans une famille plus large qui est la famille austronésienne, et elles ont donc en commun une filiation commune. Elles sont issues d'un processus de diversification dans le cas d'un peuplement qui débute depuis l'Asie du Sud-Est. Elles sont aujourd'hui, je vais vous parler d'action en fait, un des enjeux aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces langues continuent à être transmises puisqu'elles sont dans une relation disons, de complémentarité parfois, mais aussi parfois de concurrence avec le français dans les usages. Et donc, pour qu'elles soient parlées, ben, il faut que les gens s'engagent dans la transmission de ces langues, y compris à leurs propres enfants et aux générations suivantes. Donc, si c'est de ça dont il est question en termes d'action, oui, il y a des actions à mener autour des langues océaniennes des collectivités françaises du Pacifique. Et sur la question justement de l'enseignement et du numérique, je pense que c'est une question qui est importante pour vous, pour ce type d'enseignement, ou est-ce que les usages du numérique sont pas spécialement adaptés? Alors, comme toute langue, si on veut qu'elle soit, leur donner une certaine visibilité et qu'elle soit également utilisée par les générations plus jeunes, puis même pour les rendre accessibles, en fait, hein, le numérique ouvre des opportunités extraordinaires. Donc, que ce soit pour les langues kanak ou les langues polynésiennes, donc des programmes ont été développés et continuent de l'être pour archiver les documents qui existent déjà, pour donner accès à des corpus enregistrés dans ces langues via le numérique,
et également, mais ça c'est Heiura qui en parlera mieux que moi, hein, pour déployer des outils d'enseignement numérique dans ces langues. Donc ça, effectivement, c'est un terrain de prospection tout à fait essentiel sur lequel il faut travailler également. Oui. Mais cette culture kanak est quand même tellement extraordinaire et dont tellement développée sur aussi bien des éléments de jardinage, des rites de gouvernance, et autres, doit certainement avoir des écarts assez importants avec nos langues occidentales dans justement ces significations, ces manières de transmettre. J'ai eu la chance de travailler sur le musée Jean-Marie Tjibaou, et dans les rencontres que j'ai eues à l'époque, c'est vrai que je passais d'un étonnement à un autre et que bien des choses avaient du mal à se transmettre. Oui, alors encore une fois, c'est donc les langues kanak comme les langues polynésiennes appartiennent au rameau des langues océaniennes et elles ont comme particularité euh, d'être issues d'une histoire multimillénaire océanique en fait. Elles se sont déployées au sein de groupes humains qui sont à la fois des navigateurs et des horticulteurs et donc forcément elles sont chargées des connaissances acquises sur plusieurs millénaires de ces environnements insulaires particuliers, de ces environnements océaniques. Alors moi je suis partisan du principe qu'on peut tout traduire dans toute langue. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, à un moment donné, expliquer quelque chose qui existe dans une langue vers une autre langue. Alors, la traduction, forcément, ne passe pas nécessairement par une correspondance d'un mot pour un autre mot, mais via la périphrase, via la métaphore, on finit par approcher éventuellement certaines acceptions de termes. Ce qui est différent, en revanche, et qui le restera toujours, c'est comment dire, les réseaux de sens qui se créent dans une langue et qui ne se créent pas, qui ne s'organisent pas de la même manière dans une autre langue. Et de toute façon, rentrer dans ces langues qui sont effectivement très distantes typologiquement de langues comme le français ou l'anglais, c'est rentrer dans un autre univers culturel, c'est un voyage intellectuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, c'est parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce voyage intellectuel. Et et c'est pour ça également que ces langues doivent être transmises parce qu'elles enrichissent notre patrimoine humain, notre humanité dans la diversité symbolique qu'elle nous offre. Oui, C'est peut-être là où on trouve le lien avec performer parce que une langue survit pas que par l'archivage et voilà, la protection non vécue, mais c'est exactement ce moment de performer, de mettre en acte la langue, de transmettre et la pratiquer qui, qui la fait survivre. Qu'est-ce que sont les moyens qui aident à cette pratique euh, que vous voyez autour de Kanak? Alors, encore une fois, moi, je suis spécialiste des langues océaniennes et je suis basé en Polynésie française. Donc, les langues kanak, D'accord. c'est la Nouvelle-Calédonie. Je suis D'accord. en Polynésie depuis maintenant, de retour en Polynésie depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai vu des choses en Calédonie et donc, mais je vais vous parler plutôt de la Polynésie si vous le voulez bien. Il se trouve qu'ici, on a un événement qui s'appelle le Heiva, qui a lieu en juin-juillet et dans lequel vous avez donc des groupes de danse qui viennent danser, performer, si vous voulez. Et une dimension importante de ces spectacles de danse, c'est aussi la narration, souvent d'un récit qui accompagne donc la danse et qui est réalisé dans les langues polynésiennes. Et à ce moment-là, donc, on a ce qu'on appelle des orero, qui sont des déclamations orales. On a des danseurs et des danseuses qui chantent, mais qui chantent des textes qui ont été composés dans les langues. Et c'est effectivement un moment qui permet de transmettre un patrimoine de la langue, un patrimoine oral qui est mis en musique, qui est mis en danse au moment de ces spectacles.
Néanmoins, j'insiste sur ce point-là, sur la question de la transmission. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle beaucoup de danseurs et de danseuses qui chantent des textes en langue tahitienne ne comprennent pas toujours ce qu'ils chantent. Parce que dans le même moment, la transmission intergénérationnelle dans les familles ne s'effectue pas. Donc en fait, ils chantent des textes qu'ils ont appris, qui ont été composés par des auteurs experts qui connaissent parfaitement la langue et qui la mettent en œuvre de manière magnifique, mais ils chantent des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès en termes de contenu de sens, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'opportunité dans leur milieu familial de pratiquer suffisamment la langue pour comprendre le sens de ces textes. Donc, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on ait une transmission du patrimoine, mais qui se fasse de manière complète, pas de manière tronquée, pas de manière amputée pour une partie. Est-ce que, parce qu'on a, dans l'Observatoire de la multilingualité, euh, on a remarqué que l'intérêt à la question écologique a fait redonner en valeur aux langues, par exemple indigènes, aux langues, parce que dans cette relation de l'être humain vers la nature, il y a un savoir relationnel qui redevient important, des pratiques qui redevient important, et ça a mené à entre guillemets, sauvetage et un tournée vers l'origine des langues en cherchant cet concept relationnel de l'être humain vers la nature. Est-ce que vous, dans votre contexte, voyez aussi cette chance, entre guillemets, de revalorisation d'un savoir euh, indigène euh, à travers les Alors, langues sur lesquelles vous voyez. alors, je pense que c'est un sujet important et intéressant, mais je pense qu'il faut le traiter de manière lucide. C'est-à-dire que les langues, évidemment, les langues océaniennes, comme je le disais, sont porteuses d'une connaissance d'un environnement océanique et insulaire particulier. Et donc, on trouve, si on prend le vocabulaire des espèces animales ou les noms de poissons, par exemple, on voit qu'on a une grande précision dans la désignation d'un certain nombre d'espèces et même parfois plusieurs mots selon que le poisson est juvénile, adulte, etc. On a sur certaines plantes vivrières qui ont une importance particulière pour les populations locales, une grande finesse de désignation de ce qu'on appelle les cultivars, c'est-à-dire les différentes formes qui ont été sélectionnées à partir d'une plante particulière. Donc c'est vrai en particulier sur l'arbre à pain ou sur le taro ou sur la canne à sucre. Euh, et on voit par ailleurs que aujourd'hui en milieu urbain, d'abord de plus en plus d'enfants ne parlent plus les langues polynésiennes, mais ne savent plus désigner des plantes ou des animaux. Non seulement ils ne savent pas les désigner dans leur langue polynésienne, mais ils ne savent pas non plus les désigner en français d'ailleurs. Et donc on pourrait dire, OK, si on a la chance de pouvoir réactiver les langues polynésiennes, alors comme une sorte de lien un peu magique, ça réactiverait une conscience environnementale plus forte. Euh, comment dire, on- un enjeu premier, c'est d'abord de conserver, c'est-à-dire de garder la trace de cette connaissance portée dans les langues. Et ça, on le fait. Par exemple, si vous allez sur le dictionnaire en ligne de l'Académie tahitienne, vous pouvez accéder au nom vernaculaire des plantes et vous avez aussi d'iconographie aujourd'hui, des images de plantes qui vous permettent de dire, OK, ah, oui, ça, c'est tel mot-là, ça correspond à telle plante dont vous avez une certaine photographie et ça correspond à tel nom scientifique dans la classification de Linné. Donc, on peut faire comme ça une corrélation entre les taxonomies vernaculaires et les taxonomies scientifiques et avoir des images qui vont permettre de voir de quelle plante il s'agit. Néanmoins, je ne suis pas complètement certain que pour des enfants qui vivent en milieu urbain, le seul fait de leur prononcer des mots dans une langue polynésienne suffirait de rétablir du lien avec l'environnement. C'est fondamentalement structurel, c'est-à-dire que vous êtes en milieu urbain, vous êtes déconnecté de votre environnement insulaire. Je prends un exemple tout bête. Moi, j'habite à Faa'a pour des raisons, disons, de logistique. Au moment où la piste d'atterrissage a été construite à Faa'a, elle a été le long du littoral de la commune de Faa'a. Et aujourd'hui, les habitants de Faa'a, quasiment, ne peuvent pas accéder à la mer.
si on veut qu'il y ait une connexion avec la mer, donc du coup, s'ils veulent aller à la mer, il faut qu'ils partent dans une commune plus éloignée, à une demi-heure de route, etc. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour eux. Ça, c'est structurel, si vous voulez. Et je ne suis pas du tout certain que la question linguistique suffira à résoudre la question de la connexion à son environnement immédiat. Donc voilà, je suis lucide sur la réalité des transformations, disons, socio-économiques et écologiques des sociétés contemporaines, y compris en Océanie. Et donc, je pense qu'évidemment, les langues peuvent participer parce qu'elles transmettent un certain patrimoine culturel et environnemental. Elles peuvent participer à une prise de conscience, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus structuraux et globaux qui sont indispensables à déployer pour espérer créer cette connexion. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous révélez, que il y a des barrières linguistiques, il y a des barrières juridiques, mais il y a aussi des barrières physiques, comme vous dites, construites, qu'il faut traverser. Et on pense toujours qu'une langue peut traverser ces barrières parce qu'il est immatériel, mais il y a quand même ces réalités. C'est très intéressant que c'est aussi constitutif. Donc, l'accès à la langue et aussi, il faut aussi penser l'environnement, pas dans ce sens biologique, nature, mais l'environnement dans lequel cette langue a la chance de se développer. Et si on coupe les relations, ça fait aussi une coupure dans la langue. Et je trouve que c'est très intéressant de penser aussi l'espace qu'on construit euh, dans cette logique-là. Voilà. Effectivement, encore une fois, les enfants de Pharaon ne peuvent pas aller pêcher. Alors, c'est à travers la pratique de la pêche que les individus apprennent le nom des poissons, en fait, hein, très concrètement. C'est un exemple. Merci. Très bien. Je souhaiterais maintenant parler à Madame C'est Hayou. compliqué, le prénom. C'est ça. Cette fondatrice de. Je vais vite, comme ça on ne sent pas trop. Oui. Fondatrice de Speak Tahiti, Parao Parao. Pro Tahiti. Voilà. Et je crois que vous focalisez, ou ce qui est un peu au centre de cette fondation, c'est de ce groupement, de cette association, c'est le C'est fait, une entreprise. et Oui. même une entreprise, c'est le fait de la disparition rapide des langues pronostiquées par l'UNESCO, mais il ne faut même pas être l'UNESCO pour voir que malheureusement, on risque d'avoir une disparition énorme de cette diversité des langues dans les quelques décennies à venir. Euh, je pense que les îles polynésiennes sont un des trésors de linguistique, puisqu'on sait que vous avez une quantité de langues incroyable sur ces différentes îles. Comment agissez-vous? Alors, une quantité, oui, moins qu'en Calédonie, ça c'est certain. Parce que, alors, c'est bien, on a Jacques avec nous aujourd'hui. Nous, on agit. Donc, moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai monté, que je dirige donc cette entreprise. Et le pari, déjà, il s'est fait sur l'immersion, c'est-à-dire que on n'apportait pas forcément une nouveauté dans apprendre une langue. On peut apprendre le tahitien, donc là on va parler d'une langue en particulier en Polynésie, et le but c'était de proposer des choses qui n'existaient pas. Et donc par exemple aujourd'hui avec Speak Tahiti, on va, je sais pas, apprendre à faire de la bière, du café, visiter le musée, mais tout ça dans une des langues qui est le tahitien. Et, euh, et depuis le début, on a mis en place des outils numériques, mais vraiment, ça fait à peu près 10 mois qu'on a lancé donc une plateforme qui est une boîte d'outils
qui propose à d'autres territoires, autres que la Polynésie, de déployer des applications dans leur langue. Donc aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire avec le tahitien, c'est-à-dire remplacer des applications qu'on a tous dans nos téléphones, comme la météo, la calculatrice, mais de les avoir en fait dans les langues autochtones, de faire des jeux. Donc on est vraiment sur du mobile app complet. Et donc nous, on apporte à la fois une autre manière, mais surtout des outils digitaux qu'on fabrique nous-mêmes avec des algorithmes qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui en Polynésie avec moi j'ai une équipe donc de développeurs notamment qui travaille avec moi et comment dire, on propose cette langue, enfin cette façon pardon, à d'autres territoires. Donc on a pu déployer notamment aux États-Unis pour une langue native d'une tribe. On l'a déployé aussi dans le Pacifique et là on commence sur le continent africain. Et je voudrais juste me permettre de revenir sur ce que disait Jacques, pas sur l'ensemble, mais c'est vraiment important la pratique en famille. Parce que quand moi j'ai grandi avec, par exemple, Jacques disait, aujourd'hui c'est vrai, on a des jeunes adultes même qui ne savent pas nommer des plantes ou autres. Et moi j'ai pratiqué, je sais nommer quand je vais en montagne, je sais, parce que j'ai fait je cueillais des mangues, je cueillais des fruits, je connais les plantes. Mais ça c'est une pratique que j'ai faite avec ma grand-mère. Et c'est vrai que si elle n'avait pas été là et si elle n'avait pas transmis ça, je ne saurais pas en fait nommer les choses à la fois en français mais surtout en tahitien. Et aujourd'hui, moi j'ai une fille de 7 ans qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle grandit avec le côté maternel, enfin ma famille maternelle. C'est une transmission qui se fait en famille en fait. Et même si aujourd'hui on essaie de le mettre dans des applications, c'est pas que ça ne vaut pas, mais c'est quand même une pratique qui doit se faire, qui se transmet. Et donc, et une autre chose aussi sur la performance, donc il parlait du Heiva. Moi, j'ai dansé quand j'étais plus jeune. J'ai participé, donc le Heiva, c'est à la fois une compétition, c'est une des plus anciennes compétitions d'Océanie. Elle a 140 ans aujourd'hui, même un peu plus, ça dépend. Mais il y a ce lien-là aussi, effectivement, à la fois sur la danse, mais le chant. Parce que ce n'est pas que de la performance de danse, il y a aussi du chant. Et ce qui est extraordinaire avec cet événement-là, c'est aussi de pouvoir pratiquer effectivement nos langues. Après, il y a quand même, je vois moi l'effort, parce que donc je suis aussi un organisme de formation, donc j'ai de plus en plus de danseurs et de danseuses qui font le Heiva et qui avant le Heiva viennent prendre des cours à Spitfiti. Et je pense qu'il y a quand même cette envie à un moment donné de se préparer à performer sur scène et à mieux comprendre ce qu'on danse et ce qu'on chante. Pardon, juste Madame Taïteta, votre micro a dû bouger depuis tout à l'heure parce qu'on vous entend moins bien un peu. Voilà. Peut-être là. Désolée. Ouais. Non, Euh, mais malgré tout, là, on rejoint un peu cette question des gestes, c'est-à-dire que c'est bien la relation entre les langues et certes, des objets, mais aussi des manières de faire, etc., etc. Et je crois que c'est vrai pour toutes les langues, mais cette relation est extrêmement importante pour aller au-delà de l'idéogramme, je dirais, pour commencer à travailler la phrase et aller au-delà. Oui, après, c'est vrai que, encore une fois, là, bon, moi, je parle de mon cas personnel. Pareil, ma fille, elle danse depuis qu'elle a 4 ans. Elle en a 7, donc ça fait 3 ans qu'elle danse. Et en dansant, on lui apprend des chants, on lui apprend des gestes qui sont liés aux mots. Mais ça ne suffit pas non plus à apprendre et à faire des phrases, clairement. C'est dans la pratique. Après, la grosse différence, c'est que elle l'a au sein de l'école aujourd'hui, et peut-être que Jacques pourra parler du programme École Pas, mais depuis qu'elle est en maternelle, donc depuis qu'elle a 3 ans, elle a du tahitien, chose que j'avais pas forcément moi quand j'étais enfant. Ou en tout cas, ça a commencé très tard dans ma scolarité. Et je peux voir la différence, effectivement, dans son apprentissage. Après, il se trouve qu'elle a une maman qui a un organisme de formation où il y a des professeurs. Donc, je vois la différence d'apprentissage et comment est-ce qu'elle arrive justement à engrammer beaucoup plus facilement que moi, d'ailleurs, encore aujourd'hui, des mots et des phrases. et Vas-y. oui. Vas-y.
Non, c'est que je trouve intéressant que et quand vous développez des applications, est-ce que on apprend que la langue traditionnelle ou est-ce que on arrive que cette langue recommence à produire des expressions, donc à se renouveler dans la pratique historique vers une réalité contemporaine. Donc, comment on peut presque redonner vie à la langue? Et ça, c'est, comme on a plusieurs fois dit, la meilleure protection et que elle commence à correspondre aussi à des réalités vécues. Mm. Mais c'est vrai que nous, on intervient beaucoup en entreprise, notamment parce qu'il y a une forte demande à la fois personnelle et professionnelle de pratiquer le tahitien. Et donc, nous, on a une académie, Farivana, l'académie tahitienne, et sur des lexiques qu'on a dû, ou des mots qu'on a dû créer, on a fait valider. Parce qu'il y a, dans la pratique aujourd'hui, il y a des mots qui n'existaient pas il y a même 10 ans qu'il a fallu traduire pour certaines entreprises. Et ça, c'est moi ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de voir à quel point, donc encore une fois, si je remonte il y a 20 ans, je passais mon bac, et faire du tahitien, c'était pas quelque chose qui était conseillé. C'est-à-dire qu'on préférait nous faire de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, d'autres langues, même du latin, mais pas du tahitien. Et aujourd'hui, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est depuis 4 ans, c'est de voir à quel point il y a en fait une volonté professionnelle dans le privé et le public, même le secteur public, de revaloriser en termes de formation la langue. Et donc en fait, ils font appel à nous à la fois pour apprendre, mais aussi pour, ça fait vraiment partie des nouvelles compétences à avoir. C'est même un attendu aujourd'hui et c'est même valorisé. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est comment est-ce qu'il y a 20 ans, on nous disait non, mais si tu fais du tahitien, ça va servir à rien. À 20 ans plus tard, non, mais il faut professionnellement que le tahitien soit un acquis. Et c'est ça qui est en 20 ans, je trouve ça, et c'est génial que ça se passe aussi rapidement, parce que 20 ans, c'est très court finalement quand même. Et moi, je trouve ça positif en fait de participer à, ok, on propose de nouvelles manières d'apprendre avec des immersions, chose qui ne se faisait pas forcément. C'est vraiment la question immersive et que ça soit valorisé dans le privé et le public euh, pour, euh, pour des collaborateurs. Si je peux poser une question pour Jacques, justement, quel est le rôle et la place des linguistes dans ces changements et dans les programmes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entendu, suivi en tant que spécialiste sur ces programmes? Alors, oui, plutôt, puisque le déploiement d'enseignement des langues polynésiennes d'abord à raison de 5 heures hebdomadaires, puis actuellement, il y a certaines écoles qui ont, pour l'école élémentaire, hein, donc de la maternelle jusqu'au CM2, certaines écoles tendent progressivement vers la parité horaire, c'est-à-dire la moitié de l'horaire de la hebdomadaire en langue polynésienne, l'autre moitié en français. Ces dispositifs d'enseignement sont en fait ont été encouragés par des phases expérimentales qui les ont précédées, dans lesquelles on a pu, quand je dis on, c'est moi et d'autres collègues linguistes et psycholinguistes et sociolinguistes, on a pu, en partenariat avec la direction de l'enseignement de la Polynésie française, faire la démonstration que les enfants progressaient tout aussi bien en français, même s'ils avaient moins d'heures de français, mais le bilinguisme en tant que tel était un atout pour eux, un atout à la fois affectif, cognitif et en termes de réussite scolaire. Et ces étapes de démonstration, en quelque sorte, ont permis de convaincre les autorités pédagogiques de poursuivre dans cette voie. Sachant que on est par ailleurs porté de toute façon par une attente sociale très forte. C'est-à-dire que c'était une vraie chance que nous avons en Polynésie. C'est-à-dire qu'on a à la fois une situation qui, comment dire, de vigilance, c'est-à-dire il faut faire attention parce que si on n'en prend pas soin et si on ne les transmet pas à nos enfants, ben, les langues disparaîtront, les langues polynésiennes disparaîtront. Et en même temps, on sent bien que, comme l'a dit Reoula, en 10 ans, il y a vraiment une sorte de conscience qui s'est aiguisée sur sur cet enjeu-là, avec à la fois une attente
sociale très forte en termes de transmission des langues. Plus de 90% des parents souhaitent que leurs enfants apprennent les langues polynésiennes à l'école. Une attente très forte pour les jeunes adultes qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre chez eux et qui vont se tourner vers des organismes publics ou privés comme ceux de Heura pour réactiver cette compétence, la renforcer. Et de manière générale, dans la sphère politique, comment dire, un soutien qui est transpartisan, c'est-à-dire indépendamment du positionnement politique des élus, selon qu'ils sont indépendantistes ou autonomistes, il y a de toute façon une adhésion transversale à la question de la promotion des langues polynésiennes, que ce soit dans la société globale et dans le système éducatif. Donc c'est un contexte qui est porteur et qui est plutôt rassurant, malgré la menace qui pèse de toute façon aujourd'hui dans le monde sur toute petite langue, petite voulant dire évidemment avec un faible nombre de locuteurs comparativement à des langues qui ont plusieurs millions de locuteurs. Donc oui, nous sommes entendus. Enfin, les linguistes sont entendus dans leur discours, disons, de valorisation des langues et de l'enseignement des langues. Je crois que c'est Qu'est-ce fait. que tu penses? J'ai vu la tête de Heora. Qu'est-ce que vous en pensez? Et un Non, non, mais sourire. c'est plus que entendu. Moi, je considère que je bénéficie grandement de leurs travaux. Moi, j'ai rien à inventer. Alors déjà, je ne suis pas linguiste. J'ai un master en sociologie de la communication. Rien à voir. Que j'ai eu il y a 15 ans, donc ça fait longtemps. Mais oui, bien sûr, au-delà d'être entendu, on utilise les travaux. Et surtout, pareil, le Farivana, le fait que cette institution, cette académie existe, on utilise aussi aujourd'hui, on est bénéficiaire, nous. On est héritier de tout ce savoir et tout ce travail qui a été fait. Donc, c'est même au-delà d'être écouté, entendu, heureusement qu'ils existent, sinon, ce serait pas possible, en fait. C'est quand même toute une vie, souvent, qui est consacrée à l'étude d'une langue, à de sa grammaire et compagnie. Et aujourd'hui, Ah, Euh, Ayura a disparu. Ah, elle va certainement revenir. Euh, je- il je- faudrait peut-être, oui. malgré tout, dans cet élément-là, parler un peu de crédibilité, c'est-à-dire ce qui a été dit sur cette rapidité de transformation, c'est une sorte d'effet de recrédibilisation qui est dû à un certain nombre. Désolée, j'ai été coupée. Il n'y a pas de problème. Un certain nombre de problèmes. Comment on peut reconsidérer sa relation à une langue et justement, tout d'un coup, être prêt à l'apprendre, être prêt à faire ses efforts pour la conserver, alors que les aînés ne le faisaient pas. Et je crois que ça, c'est quand même assez intéressant. Moi, je fais partie aussi d'une langue très, très fragilisée, puisqu'elle n'a plus que 30 000 élocuteurs, mais c'est la chanson, c'est les jeunes générations qui ont commencé à faire de la chanson qui ont recrédibilisé la chose et qui ont fait que toute une génération a accepté de se confronter à cette langue. Donc, je crois il y a là un élément qu'il ne faut pas sous-évaluer. Qu'est-ce qui est le phénomène qui fait que tout d'un coup, on est prêt à nouveau à se confronter à la langue. Une question. Ayura, peut-être tu veux reprendre la question, peut-être, puisque tu as été interrompu. Non, 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 mais de toute façon, je disais juste merci d'exister, clairement. C'était plus, c'était plus de cet ordre-là. Après, je ne sais pas si la question a été adressée à Olivier ou à toi, Jacques. Je- Tout le monde. Elle faisait partie de la discussion qu'on vient d'avoir. D'accord. Ouais. Je- Je peux dire. Oui. Vas-y, Ayura. Vas-y. Non, non, ce qui est certain, c'est que, alors, vous parliez de performance de musique, et c'est vrai qu'en Polynésie, on a énormément de groupes euh, de musique qui sont suivis, qui sont écoutés, qui sont chantés, qui sont dansés. En plus, bon voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Polynésie, mais il y a quand même cette joie et cette envie aussi de partage et autour notamment des chants qui se fait assez
assez facilement, assez aisément. Et c'est vrai que moi, je considère que j'ai de la chance d'entendre, parce qu'on a aussi nos journaux locaux télévisuels sont en tahitien, les- en radio, il y a du tahitien. Enfin, on entend la langue, on la chante, on la danse. Enfin, voilà. Après, est-ce que ça suffit pour la maintenir? Je suis pas certaine parce que, encore une fois, comme disait Jacques tout à l'heure, euh, il faut aller juste au-delà de tout ça, au-delà de la performance. Des fois, euh, quand il disait qu'effectivement, faire le heiva, chanter, danser, même si ça dure 6 mois de répétition, ça ne suffit pas. Il faut la pratiquer en fait en famille. Et à chaque fois, moi, quand j'interviens, notamment devant des jeunes lycéens ou collégiens, parce que je suis souvent amenée sur cette partie entrepreneuriale, moi, je les invite fortement à parler à leurs aînés. C'est-à-dire qu'il y a forcément autour de soi une tante, un oncle, un grand-parent, voire un arrière-grand-parent, pour ceux qui ont encore cette chance-là, qui pratiquent la langue, ou en tout cas qui la parlent, avec qui il faut la pratiquer. On a eu toutes au début des interventions de ces 24 heures autour de l'invisibilisation, autour de aussi la question presque à historiser avec une langue qui coupe aussi l'accès à cette histoire. Et on voit que de plus en plus, il y a une génération euh, qui veut réapproprier cette histoire et parfois il faut la langue euh, 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 qui est un container aussi de cette savoir de l'histoire euh, euh, et ça redevient, comme Rudy a dit, ça recrédibilise cet accès. C'est pas qu'un acte historique et qui est pas cool et qui est pas intéressant, mais c'est une réappropriation de son histoire et qui fait que on construit son futur avec l'accès à cette histoire. Et ça, ce changement fait parfois que aussi une jeune génération recommence à voir un aspect euh, presque prospectif, futur, dans cet retournement vers un savoir de leur histoire eux-mêmes. Est-ce que vous voyez euh, cette chemin aussi et qu'est-ce que c'est ce travail de crédibilisation qui fait pas que historique, mais l'histoire pour construire un autre futur? Alors, je réponds. J'ai mes trois Avec camarades. plaisir. Oui, oui, c'est évident que ces phénomènes de réappropriation de la langue que l'on peut observer, hein, dont on a déjà discuté, sont aussi liés à une dimension identitaire forte, c'est-à-dire de, de réancrage identitaire dans un patrimoine, encore une fois, qui est multimillénaire, hein, puisque l'histoire des langues polynésiennes s'inscrit dans une histoire qui est celle des langues austronésiennes. Et, et donc, alors que on n'en a pas du tout parlé pour l'instant, mais je vais parler la langue française un peu, on est là pour parler en français et aussi un peu la langue française. On est donc dans une relation qui s'établit à la fois d'un côté avec la langue française et avec les langues autochtones. La langue française, qui a été transmise d'abord par l'école et maintenant qui se transmet également dans les familles, elle donne accès à une certaine universalité. C'est une langue internationale, donc et à une échelle, disons, nationale et internationale. Les langues polynésiennes, elles nous réancrent, elles permettent d'être assis dans les cultures autochtones, dans le lieu où nous sommes. Et l'enjeu, c'est effectivement, c'est ça qui est en train de se construire, en fait. C'est une construction complexe, mais c'est toute cette articulation entre d'un côté quelque chose qui nous donne une ouverture vers l'extérieur, vers l'ailleurs, et en même temps quelque chose qui nous donne une assise profonde avec notre environnement. Et ça fait partie du processus évidemment, de relégitimisation, c'est-à-dire que c'est pas la langue française qui nous donne notre légitimité autochtone, si vous voulez, c'est bien les langues locales. Et cette légitimité, elle n'est pas micro-locale, j'insiste, c'est-à-dire que les langues polynésiennes, quand vous commencez à en parler une, vous comprenez assez facilement les autres. Or, des langues polynésiennes, il y en a sur tout le Pacifique,
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'il y a des langues polynésiennes parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'à l'île de Pâques. Donc, si vous prenez une carte et que vous regardez, c'est une étendue immense, en fait. Et puis, elles-mêmes, ces langues polynésiennes, elles sont rattachées au rameau donc, des langues austronésiennes. Je vais vous prendre juste un exemple. En tagalog, qui est une langue parlée aux Philippines, pour dire les yeux, on dit mata. En tahitien, on dit mata. Pour dire l'oreille, en tahitien, on dit taria. En tagalog, on dit talinga. Donc le tagalog, c'est une langue des Philippines, c'est une langue qui est proche de l'indonésien, etc. Donc en fait, quand on plonge dans cet univers, en fait, on plonge dans un univers qui couvre l'ensemble du Pacifique jusqu'en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de la construction identitaire et culturelle des individus localement. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui en Polynésie française, c'est de construire cette double culture, c'est-à-dire une culture qui soit à la fois assise sur la connaissance du français, de la culture occidentale et française, mais aussi de notre culture qui puise ses racines dans une histoire qui est très profonde et qui est très étendue géographiquement. Et ça participe, oui, de fait, à la relégitimisation de ces langues. J'ajouterai un deuxième élément que nous, on essaie de pousser un petit peu en tant que linguiste et psycholinguiste. C'est l'idée que, précisément pour des enfants, avoir l'opportunité de développer leurs compétences dans deux ou trois ou quatre langues différentes à la fois, c'est un atout cognitif. Donc, sortir de l'idéologie monolingue, qui était celle de l'école, en fait, pendant très longtemps, hein, pour pousser un projet bilingue ou plurilingue, c'est-à-dire dire, voilà, des enfants qui parleront demain plusieurs langues seront des enfants qui auront une ouverture d'esprit très importante, très utile. Et il n'est pas nécessaire que les langues qu'ils parlent soient des langues, des grandes langues. C'est-à-dire qu'il y a le français déjà. Il n'est pas nécessaire que l'autre langue soit forcément l'anglais. L'ouverture d'esprit, elle se crée, y compris avec le français et une langue, une petite langue, encore une fois, je mets plein de guillemets. C'est pas ça la plus importante. Ce qui est intéressant, c'est la distance linguistique. C'est-à-dire qu'un enfant qui se balade entre une langue comme le français, une langue indo-européenne, une langue romane avec ses structures particulières, et qui est en même temps capable de se balader et de parler avec une langue qui est très différente typologiquement comme les langues polynésiennes, qui s'organise d'une manière très différente, cette gymnastique cognitive, elle est juste extraordinaire pour lui, comme entraînement. Et c'est ça qu'on a essayé de développer également, pousser comme argument dans le cadre de la promotion des dispositifs d'enseignement bilingue. Et ça participe, c'est un argument de valorisation aux yeux des parents. C'est-à-dire que apprendre les langues polynésiennes, c'est pas juste apprendre quelque chose qui apporte du patrimoine culturel, c'est aussi quelque chose qui apporte des compétences cognitives nouvelles qui peuvent être utiles pour leurs enfants. Je crois qu'il faut il va falloir qu'on laisse Olivier Blin mais, la parole aussi. Je vous remercie. On passe de la Polynésie à la Californie. Vous avez c'est pas un fond d'écran, c'est une réalité que vous avez à l'arrière Ah, de vous. j'aimerais bien, mais la vue serait très stable depuis 30 minutes. Non, non, c'est un fond d'écran tout à fait artificiel, mais il, euh, il coïncide avec mon actualité, puisqu'effectivement, depuis bientôt 3 mois, je manie majoritairement une langue différente de ma langue maternelle. Et d'ailleurs, je suis dans une phase qu'on pourrait appeler transitionnelle, puisque lorsque vous satisfaites tous vos besoins du quotidien, que toutes vos interactions sociales sont en anglais, eh bien, petit à petit, je sens ma langue française, qui pourtant est mon instrument de travail quotidien, eh bien, s'effriter un petit peu. Pour la première fois depuis que je suis sur Terre et que j'ai appris à parler, il y a un mot de français que je ne retrouvais pas l'autre jour. Et inversement, la langue anglaise que je maîtrisais scolairement, eh bien, gagne une certaine étoffe, une certaine épaisseur dans ce quotidien, donc 100% anglophone. Et vous avez commencé cette activité de marcheur autour du monde, si j'ai bien compris, en 2010. Et vous avancez étape par étape. Et vous avez, je crois, commencé un peu par la France, justement ces pays francophones, pour vous éloigner de plus en plus dans des mondes langues multiples.
Oui, alors bon, moi j'ai deux activités. J'écris avant tout une trentaine de livres jusqu'à présent, des romans surtout, mais je marche aussi et un certain nombre de ces publications ont trait à la marche. Et effectivement, j'essaie de dégourdir ma vie qui serait sédentaire, spontanément sédentaire par des aventures à pied. Donc, j'ai entrepris en 2010 un tour du monde à pied par étapes qui est parti de France et qui a traversé l'Europe pour s'achever à Moscou. Pour les raisons que vous devinez, c'était en 2019. Donc, d'abord la crise sanitaire, puis désormais la guerre en Ukraine. L'Ukraine que nous avons sur cet itinéraire-là traversé à pied en intégralité. Donc, je l'ai vu dans des conditions bien différentes de celles qu'elle connaît aujourd'hui. Et c'est un souvenir que je chéris et que je cultive. D'une certaine manière, je me tiens à une certaine distance de l'actualité parce que l'Ukraine que j'ai connue est pas à pas et bien sûr toute différente. Mais le projet qui m'amène aujourd'hui en Californie, c'est aussi un projet de marche, mais qui est lié, lui, au ciel étoilé, à un autre langage, un langage céleste qui avait autrefois sa grammaire, sa syntaxe, et notamment en Océanie, elle pouvait être très développée. On savait lire les étoiles, je vais reprendre cette expression familière. Et donc le projet que je porte avec ma compagne, c'est celui de confronter le ciel urbain, puisqu'elle a parcouru dans un van en voiture la côte californienne pendant près d'un mois, au ciel, en tout cas ce qui peut en subsister, au ciel sauvage. Et nous portons cette idée qu'il pourrait subsister des poches de ciel sauvage, de ciel préservé de toutes les pollutions lumineuses, atmosphériques et autres, dans certains endroits des montagnes et des déserts intérieurs de Californie, ce qui m'a amené donc à parcourir à pied un grand sentier qu'on appelle le Pacific Crest Trail pendant plusieurs semaines sous un ciel magnifiquement étoilé. Donc ça va donner un livre chez Actes Sud et puis différentes conférences. Mais moi, je suis très sensible à cette espèce, puisque nous sommes sur le terrain des langues, à cette espèce de langue à la fois écrite nulle part et intelligible partout, ou du moins sensible partout, que nous parle la nature. Je crois que avant même que nous ayons nos tout premiers contacts avec la langue apprise, la langue de la famille, la langue de l'école, et puis celle qu'on maniera plus tard à l'âge adulte, euh, eh bien, la faune, la flore et pourquoi pas le ciel nous parlent d'une façon mystérieuse mais sensible. J'ai trois filles et la plus petite aura bientôt 2 ans, donc elle manie seulement que quelques mots en français, mais en revanche, je vois qu'elle a une relation quasi d'ordre linguistique au sens d'un échange structuré avec les fleurs de notre jardin, ou puisque nous allons souvent en montagne, les textures de la terre autour du sentier, et toutes ces choses-là me sont chères. Et si je suis à la fois, si je me revendique écrivain et marcheur, c'est parce que je tiens à me tenir un petit peu à équidistance de ces deux langues-là. Une langue non articulée qui serait celle de la nature et du monde muet, et puis bien sûr ces langues magnifiques, ces idiomes que nous avons développés depuis un certain nombre de millénaires déjà, nous, humanité. Voilà. Voilà. Et puisqu'il s'agit d'écriture et de marche, j'aimerais signaler, parce que nous avons engagé des discussions, notamment avec la Cité internationale de la langue française, pour peut-être en produire à leur intention, un projet que je porte, lui, depuis 2016, qui est celui de carnet de marche multimédia. Si vous avez les curiosités de voir sur mon site Olivier Bleys, B-L-E-Y-S, et vous verrez, il y a un petit onglet carnet. L'idée, c'est que je parcours pendant quelques jours, généralement 3-4 jours, un lieu donné, pas très étendu, tout en marchant. Je photographie, je filme, j'enregistre du son, à la fois des interviews, des atmosphères, de la nature, et j'écris, bien sûr. Et l'écriture sert à coudre ensemble tous ces médias. Et donc, ça fait une sorte de portrait subjectif à la première personne, mais illustré de façon assez abondante par cette variété de médias d'un lieu donné. Donc, j'en ai fait pour tout un tas de
commanditaires, même si le mot n'est pas très joli, voilà, des régions, des ministères, des villes. Et pour moi, c'est une belle façon, tout en l'offrant au plus grand monde, puisque c'est sur Internet, donc c'est un public qui est potentiellement vaste, de conjuguer cette belle langue du monde muet et cette langue écrite qui donne sa structure et son ordre à l'ensemble. Mais Jacques parlait tout à l'heure de la balade entre entre les langues et puis des enfants qui apprenaient par la pratique. Vous avez décidé de marcher, de vous balader avec votre langue ou vos langues et la langue dont vous parlez, la langue muette. Mais est-ce que c'était aussi, notamment dans votre besoin d'écriture, un voyage vers d'autres langues? Oui, 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 c'est un voyage. Bah, c'est déjà le voyage très heureux et qui magique pour moi de la traduction lorsque nous avons des livres traduits. Moi, j'adore frayer une nouvelle langue au sens où, pour la première fois, un éditeur de tel ou tel pays s'intéresse à mes ouvrages et l'importe dans sa propre culture. J'adore ça. Et quand j'ai des notions de la langue vers laquelle mes livres voyagent, je m'amuse beaucoup en fait à me plonger dans la traduction destinataire et à voir quels ont été les arbitrages qu'ont fait les traductrices ou les traducteurs. Donc il y a une dimension pour moi extrêmement excitante, ludique, mais qui peut aller jusqu'au vertige parce que si j'ai toujours beaucoup voyagé, si je continue de voyager, c'est pour me mettre dans cet état de déséquilibre heureux, ou en tout cas stimulant, où les repères, vous savez, branlent un peu, ce qu'on estimait le sol sous ses pieds, le sol du village, l'horizon toujours le même, etc. Bah, tout ça bascule à l'envers du monde. Et c'est pour ça qu'on voyage et c'est pour ça que les avions doivent continuer à décoller. Moi, je suis un fervent. Enfin bon, on pourrait ouvrir une autre discussion sur le sujet. J'ai des arguments et même des chiffres. Mais là, il se trouve que même avec mon français doté, et je l'en remercie de milliers, de millions et même de dizaines de millions de locuteurs, je me sens très insulaire ici. Parce qu'évidemment, je suis dans l'océan anglophone et j'ai vraiment l'impression d'habiter une petite île battue par les vents que les gens que je rencontre, donc américains natifs, identifient sur la carte, résument le plus souvent à quelques mots qui sont généralement des mots servant la fonction fatigue du langage, des bonjours, au revoir, bon appétit. Bon, mais ce qui est saisissant pour moi ici, c'est que je recroise beaucoup de personnes, notamment d'un certain âge, qui ont appris le français, qui l'ont appris pendant des années. Certains sont allés, j'étais avant-hier chez un monsieur, un astronome qui était en France en juin 1968 et qui au gré de ses visas est revenu plusieurs fois. Et moi qui n'avais pas pu, puisque je randonne, emporter un gros livre pesant pour accompagner mes veillées de randonneurs, j'ai trouvé dans sa bibliothèque des livres en français. Donc j'étais très heureux puisque je n'avais pas lu en français sauf sur écran depuis bientôt 2 mois. Mais alors ces gens-là donc qui ont appris le français dans leur jeune âge ne le parlent plus du tout et sont intimidés de le parler lorsqu'ils sont en présence comme moi d'un francophone. Et je trouve ça assez désolant. En fait, il y a je trouve qu'il y a une dimension expansive de l'anglais que je n'ai pas besoin de décrire, vous la connaissez tous, mais qui s'applique y compris aux gens qui appartiennent à une génération, parce que je pense malheureusement que pour les jeunes générations, c'est un petit peu perdu, qui ont une réelle curiosité, un réel élan vers d'autres langues. Ces gens-là ont été de très passables francophones, je pense, à un moment de leur vie, et aujourd'hui, ils n'en parlent plus un mot. Et donc ça conforte cette impression, ça souligne cet inconfort d'être sur une petite île certes très peuplée, mais une petite île de Français au milieu d'un vaste océan anglophone en fait, voilà, vers lequel d'une certaine façon tous les courants et tous les vents convergent.
j'ai pas eu le sentiment ici, alors qu'il y a une population hispanophone, évidemment, latino, très très importante, mais elle ne marque pas vraiment le paysage. C'est-à-dire, on a l'impression que euh, ça reste relativement souterrain. Et l'anglais rayonne et triomphe absolument partout. Et Donc, cet effort linguistique qui en fait qui résulte de cette volonté de marcher et de voyager, euh, c'est ça qui c'est pour vous une des sources ou une ressource pour écrire? euh, Est-ce que c'est une ressource alors, lorsque souvent j'ai entrepris, Allez-y. pardon? Ah non, je vous en prie, je vous en prie. Oui, lorsque j'ai entrepris ce tour du monde à pied par étapes, qui est devenu finalement une traversée d'Europe par étapes du fait des circonstances, lorsqu'on marche, on va lentement. C'est l'une des grandes vertus de la marche, bien sûr, comparée à d'autres modes de locomotion et de transport. Donc, on voit évoluer peu à peu les paysages, les biotopes, on voit les cultures se métisser doucement au fil des kilomètres et des distances parcourues. Mais malgré tout, en Europe, on franchit des frontières assez souvent. Notre trajet, c'était France, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Hongrie, Ukraine et donc l'ouest de la Russie. Donc on a franchi un certain nombre de frontières et notamment vers l'ouest de l'Europe, ces frontières étaient très rapprochées. Parfois toutes les 2 semaines, on était confronté à un nouveau poste de douane. Et je dois le confesser, ça m'a rendu en fait très paresseux vis-à-vis de l'apprentissage des langues, parce que vous savez, un marcheur, surtout un marcheur en action qui vit une aventure pédestre, est une femme ou un homme pratique. C'est-à-dire, on apprend à se soulager des objets et des connaissances qui ne nous serviraient pas longtemps. Donc, de la même façon que j'ai appris au bout de 2 semaines de marche à, à renvoyer en France un énorme livre qui pesait à lui seul 1,5 kg et qui encombrait mon sac à dos, ainsi que d'autres affaires, pyjamas et autres dont j'avais plus besoin, il fallait absolument que je m'allège. De la même façon, au début, je me constituais dans un petit carnet ad hoc, un petit glossaire de toutes les langues que je rencontrais, avec un grand appétit. Et puis petit à petit, en franchissant les frontières, je me suis aperçu que le savoir tout neuf que je venais de réunir, la quelques centaines de mots que je venais d'apprendre et qui me permettaient de communiquer avec les habitants de tel ou tel pays, voire de telle ou telle région ou principauté, eh bien finalement, ils étaient déjà caducs. Et c'est une expérience qu'en traversant l'Europe par la diagonale, on rencontre et qui est à la fois réjouissante et désolante. Réjouissante parce que c'est le grand génie de l'Europe, de cette contiguïté d'une multitude de langues qui s'intertraduisent, qui s'interpénètrent. Et en même temps, pour un voyageur, même un marcheur lent, eh ben c'est une sorte de triste fatalité parce que finalement, c'est un savoir qui s'évapore à mesure. Donc, comme je vous le disais, je suis devenu paresseux et au bout d'un moment, j'ai renoncé à apprendre et je suis tombé dans cette sorte d'ornière et je n'en suis pas fier qui est l'anglais universel. Donc, euh, voilà. Donc, lorsque je suis arrivé à peu près au milieu de la Hongrie, bon, il faut dire le hongrois a présenté un certain nombre d'obstacles à l'apprentissage. Euh, Au milieu de la Hongrie, j'ai commencé à parler anglais en fait avec tous les gens que je rencontrais, français lorsqu'ils avaient des notions et voilà. Donc j'ai un petit peu refermé le dictionnaire et je le regrette, mais c'est le monde d'aujourd'hui tel que je l'ai éprouvé. Merci beaucoup, Olivier. Nous avons malheureusement déjà fini notre heure. C'est très vite. Je vous remercie pour vos propos, pour ces ouvertures sur plusieurs mondes.
et plusieurs rapports à la linguistique. Je crois que c'était très intéressant. Je vais laisser la parole à Vera, c'est possible?